fort de cet héritage national, qu'il soit fécond et que l'on puisse entrevoir à nouveau une période de prospérité et de bonheur. Pour rappel, la France, à l'époque, sous Georges Pompidou, Premier ministre et président de 1962 à 1974, était la première puissance industrielle d'Europe, était la puissance économique avec le plus fort taux de croissance, plus de 5% pendant toute la durée, 7% de croissance industrielle. J'ai, en préparant cette interview avec vous, ces échanges que nous allons avoir, cette conférence, relu la conférence de presse de Georges Pompidou de 1970, et je me suis amusé à extraire, peut-être que certains qui me suivaient l'ont vu sur Twitter, un extrait où il se félicite et il annonce que la dette de la France vient d'être entièrement remboursée. 3 000 milliards de dettes plus tard, ça fait sourire, ça semble une autre époque, et nous avons bien raison de souligner toute cette différence. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vous propose du coup de revenir un petit peu sur la personnalité de Georges Pompidou, et puis ses réalisations, les quelques messages d'avenir que l'on peut avoir en l'écoutant, et puis après d'échanger ensemble. Il y avait chez Georges Pompidou, je trouve, une sorte d'oubli, comme si finalement ce n'avait pas été une présidence aussi médiatique que Valéry Giscard d'Estaing, que François Mitterrand. Certes, on n'a pas forcément en tête les images de l'accordéon ou du football de Giscard d'Estaing, qui à l'époque était disruptif, un centriste disruptif, un premier, et un jeune, un autre est arrivé plus tard. Il n'y a pas eu les grandes photographies telles François Mitterrand ou les grandes réalisations telles le Louvre qu'on a connues avec François Mitterrand et Helmut Kohl notamment. Il n'y a pas eu des discours endiablés. Il n'y a pas eu de grandes aussi. La télévision était moins popularisée. L'époque faisait son chemin. Mais il y avait aussi une conceptualisation de la vie politique qui en fait était différente, puisqu'il disait lui-même que les peuples heureux n'avaient pas d'histoire et qu'il souhaitait que les historiens n'aient pas grand-chose à dire sur son mandat. Il avait dit lui-même pas de guerre, pas de révolution notamment. Il avait dit, je cite, « Je souhaitais en revanche qu'on lise dans les manuels d'histoire que de 1969 à 1976, donc 74 finalement, la France a connu une période d'expansion, de modernisation, d'élévation du niveau de vie, que grâce au progrès économique et social, elle a connu la paix extérieure, que l'étranger l'a respectée parce qu'il voyait en elle un pays transformé, économiquement fort, politiquement stable, et dont l'action extérieure était entièrement tournée vers la paix et le rapprochement des peuples. En un mot, que notre pays est resté fidèle à ses meilleures traditions tout en se tournant résolument vers l'avenir, et que son nom ne soit mentionné ou qu'il ne le soit pas n'était pas ce qui lui importait, et qu'il avait permis à la France d'avoir une période de sécurité et de rénovation, de bonheur et de dignité. Il y a quelque chose qui m'avait frappé lorsque l'on regarde son bilan. Alors bien sûr, évidemment, tout doit être nuancé, c'était une autre époque. Bien sûr, lorsqu'on se concentre sur un personnage comme je le fais pour Georges Pompidou, il y a des contradictions qu'on n'aborde pas, il y a des nuances sur lesquelles on ne s'épanche pas. Je sais que nous sommes dans une époque médiatique où la moindre petite contradiction servirait à canceller, comme le disent nos amis d'outre-Atlantique, une personnalité. Mais enfin, il y a quand même des personnes qui ont des réalisations supérieures aux autres. Donc vous me pardonnerez si je manque de nuances, mais je pense aussi que c'est ce qui est utile lorsque l'on se souvient qu'il y a eu des grandes figures, et pour montrer qu'il y a eu des grandes figures, ne se concentrer que là-dessus. Ce n'était pas un travail d'historien que j'ai mené, et évidemment c'est un parti pris, le dernier président qui a fait gagner la France. Pour tout vous dire, le titre, ce n'était pas celui que je voulais choisir. J'ai été contraint, si je puis dire, après un débat intense avec son fils, Alain Pompidou. Je voulais qu'on dise le dernier président. Il dit, oui, mais Miguel, vous comprenez, le dernier président, ça veut dire que les autres n'ont pas été présidents. Je dis, cher professeur Alain Pompidou, c'est ma thèse. Les autres n'ont pas vraiment eu une présidence où on peut dire qu'ils ont intégré aussi fortement la dimension, en tout cas que entre le moment où ils sont entrés à l'Élysée et le moment où ils sont partis, la France s'est dégradée. Il me dit oui, mais c'est pas exact, puisque les autres ont quand même été présidents, en plus j'en ai connu quelques-uns, etc. Donc c'est pour ça que nous avions convenu de ce titre, le dernier président qui a fait gagner la France.
Et je pense que évidemment, je respecte toutes les convictions, mais je pense que les historiens ne jugeront pas que c'est encore anachronique d'ici 2027, en tout cas sur des points de vue économiques ou démocratiques. Je voudrais vous citer sur l'homme une citation de Catherine Ney, qui d'ailleurs m'avait fait, s'il y en avait qui étaient parmi vous, la grande amitié et le grand honneur d'être présente lorsque nous avons rendu hommage à Georges Pompidou il y a quelques semaines pour les 50 ans de sa disparition à l'Assemblée, qui nous avait fait l'honneur d'être un témoin privilégié. Et elle citait « Dès qu'il apparaissait, j'avais l'impression que les députés se rapetissaient de 10 cm, tellement ils avaient la trouille. On sentait que c'était un Premier ministre qui tenait à la fois le gouvernement qui travaillait, qui faisait venir ses ministres avec ses conseillers de Matignon et qui les houspillait quand il le fallait. » Elle disait « On sentait que c'était un patron. » Et elle disait « Personnellement, je l'admirais et qu'avec le début de l'année 68, qui commençait avec le général de Gaulle qui disait « Je l'accueille avec sérénité », en mars, il y a les journées parlementaires où elle l'a vu pour la première fois, elle a vu le bonheur pour un groupe parlementaire à l'époque qui, pour la première fois, elle le voyait avec une majorité presque relative très serrée, mais un bonheur de pouvoir adhérer à un chef qui lui disait « Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on va faire », et évidemment pour pouvoir voter, mais que ce n'étaient pas des députés godillots parce que le chef imprimait toute la politique. Ils avaient envie de le suivre parce que cette politique portait des résultats. Et elle pensait que ce moule était cassé et qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment un homme providentiel qui devrait avoir toutes ses qualités, qui maîtrise des choses qui ont dérapé, et en se demandant parfois si c'était rattrapable. Mais déjà, Catherine Ney concluait en rappelant qu'elle croyait qu'en tout cas, c'était un exemple par non seulement tout ce qu'il a fait, mais également par tout ce qu'il a écrit, et que ça reste et ça devrait rester une référence vers laquelle on peut toujours se tourner, et que l'on avait raison de célébrer ce triste anniversaire quand celui de sa mort, justement parce qu'il y a une dimension d'héritage et d'influence qui était nécessaire. Et une des théories que je défends dans ce livre est qu'en fait, il y avait dans sa jeunesse déjà les germes de la puissance de l'homme qu'il allait être. Puisque vous vous rappelez que Pompidou avait été, avant d'être Premier ministre, collaborateur du général de Gaulle, puis s'en était allé dans le privé, en l'occurrence dans une banque, où il gagnait plus d'argent, il avait plus de temps, plus de liberté, il n'était pas à s'accrocher à des postes ou à cumuler pour avoir le pouvoir politique et les honneurs qu'il pouvait conférer, mais cela lui conférait une véritable liberté, et c'est-à-dire qu'au moment où il était Premier ministre, il savait pourquoi il était Premier ministre, il savait quelle était sa mission, il savait qu'il devait la remplir et qu'il essayait de la remplir le plus fortement possible. Et en fait, j'ai retrouvé dans ses lettres, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, ce qui faisait véritablement son esprit que je pense tout singulier. Première lettre où il disait « Mon cher vieux », à son ami Robert Pujol, « Ces temps-ci, je suis terriblement préoccupé par ce que je vais faire, tout m'ennuie, voici comment se pose le problème, l'enseignement ou l'inspection des finances. Enseignement, avantage, les vacances, inconvénient, peu d'argent, boulot emmerdant, situation sociale médiocre, ou bien l'inspection des finances, avantage, situation matérielle supérieure, situation sociale plus élevée, fréquentation du monde, Paris, puis les inconvénients, moins de vacances, boulot un peu rasoir, risque d'abandonner la culture, d'oublier le grec, de ne plus lire. » Et en fait, quand il écrit cette lettre à son ami, il n'a que 23 ans, et pourtant on voit déjà tout le paradoxe de son âme et de son être. C'est-à-dire que c'est un homme d'action, mais également un homme d'esprit et de lettres. Et je pense qu'il a voulu toujours conjuguer les deux, et que c'est ce qui a fait qu'il avait poursuivi une vie pleine de sens, qu'elle soit politique ou que ce soit sa vie personnelle à tous les égards. Et plus encore, une lettre qui a été véritablement à l'origine de l'écriture de ce livre, lorsqu'il n'avait que 19 ans, toujours à son ami Robert Pujol. « Mon cher, c'est dans l'enthousiasme que je t'écris, j'ai lu quelques livres, non, j'en ai lu 2 aujourd'hui qui m'ont emballé. Je me suis en effet mis à les lire avec fureur. J'ai encaissé l'éducation sentimentale de Flaubert, c'est merveilleux, ce type qui plaît à plusieurs femmes, qui hésitent entre l'une et l'autre et qui les perd toutes deux finalement, c'est vraiment passionnant. Et d'autre part, j'ai lu la vie de Saint-Just. Quelle figure que celle de ce jeune homme froid, impassible, mystérieux et d'une volonté de faire. Quelle chose que la volonté, je t'en prie, décide-toi à en avoir, avec de la volonté, rien n'est impossible, je suis décidé à affermir la mienne et à la développer. Il faut une révolution. Ah, vienne une révolution qui bouleversera tout,
et qui fera que nous autres, nous ne piétinerons pas sur place, que nous pourrons vivre vite, intensément, commander, exécuter, mourir s'il le faut. Et on peut mourir à 26 ans quand on a ainsi vécu. Puis il détaille la conception de son raisonnement, plus passionnant encore, les principes, alors qu'il n'avait que 19 ans, qui ont in fine guidé sa vie. Ce qu'il faut faire, je le résumerai en 3 mots. Art, action, amour. Art, j'entends par là tout ce qui est proprement et purement intellectuel, ce qui relève de la spéculation d'abord. Ensuite, ce qui est proprement, communément l'art, la peinture, la musique. Puis une certaine forme de vie, le luxe pour le raffinement, l'élégance, les parfums, les bijoux, les pierres précieuses, les femmes, et puis une certaine façon d'envisager les événements qui fait qu'on passe toujours pour un esthète en restant, c'est une parenthèse que je ferai, un petit peu comme le décrivait Beaumarchais, en restant supérieur aux événements. L'action, c'est proprement l'extériorisation de la volonté, mais il ne faut pas ici perdre de vue l'art, il ne faut jamais rien faire de disgracieux, il faut se créer un type, une personnalité puissante, dominer et s'imposer. Et enfin, l'amour. L'amour qui consiste à aimer, à être aimé parce que c'est doux, que c'est beau, que c'est utile dans l'action, aimer parce que c'est beau, que c'est doux et que c'est utile, mais au-dessus de tout cela, ne pas oublier l'intelligence qui domine et guide, qui permet d'être aimé, de voir l'art, de réussir, qui permet de ne pas s'arrêter parce que sous la forme de l'esprit critique, elle nous montre la vanité des choses et que rien ne vaut la peine de nous arrêter plus d'un instant. La vie était intense pour Georges Pompidou, cette intensité lui était déterminante et il insistait sur ce sujet et cela démontre à quel point Georges Pompidou, même jeune, brûlait de vivre. Puisqu'il faut vivre, que la vie est là, réalisons-la de notre mieux et surtout essayons de nous ennuyer le moins possible. C'est navrant de voir précisément que beaucoup de gens, à un moment donné, sous une impulsion quelconque, ont l'étincelle et retombent et finissent bourgeois, pauvres, anonymes, numéros dans un groupe. Voilà bien la leçon de vie et de ce qui doit nous guider. Nous autres, si nous songeons à Saint-Just, les plus belles facultés peuvent s'annihiler. L'encroûtement guette tout le monde. Il manque la volonté. Prenons garde. Nous pouvons demain être des profs de 4e à Morlaix ou à Châteauroux, peut-être ailleurs. Il nous faut vouloir autre chose, il nous faut vouloir gagner de l'argent, il nous faut vouloir faire de la littérature, il nous faut faire de la politique, il nous faut faire aimer des femmes et de quelques amis, et au moins lorsque nous mourrons, nous pourrons dire que nous aurons tiré le meilleur parti possible de la vie et que nous serons ennuyés le moins possible. Et ce qui m'avait frappé, c'est que lorsqu'il écrit cela, il n'a que 19 ans, et que tout ce qu'il a décrit, entre l'amour avec sa relation merveilleuse avec sa femme Claude Pompidou, les arts, puisqu'il a été, comme vous le savez, à la fois le créateur, celui qui a eu l'idée du ministère de la Culture et en même temps du centre Georges Pompidou. La politique, il a été longtemps Premier ministre puis président. Le luxe, il conduisait une Porsche, il allait de temps en temps à Saint-Tropez, mais en même temps, il allait et il conceptualisait que le vrai luxe était aussi d'être juste avec de l'air, de l'eau et de la nature. Tout ça, il l'avait vécu et je vais trouver très fort la puissance de ses principes et de sa volonté d'envisager la vie. Et ce qui est fascinant, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, il ne s'était jamais départi de son amour pour l'art, que ce soit des poèmes dont il avait publié une anthologie française, les poèmes qu'il savait réciter par cœur en vers. Vous vous souvenez probablement de cette conférence de presse lors de l'affaire dit Gabrielle Russier. C'était une femme de 37 ans, enseignante, qui avait été accusée sur la place publique pour avoir eu une relation avec un de ses élèves de 16 ans et qui s'était, en étant couvert de honte, par la société de l'époque, pendu pour échapper au déshonneur. Et lorsqu'il avait été interrogé à ce sujet, il avait esquivé la première réponse en disant qu'il ne dirait pas ce qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il y avait de l'intimité avec, j'imagine, on peut imaginer la vie familiale et l'entourage familial et amical de la victime, mais il avait surtout cité ces vers d'Éluard. Je vous dirais juste que moi, mon remords se fout les victimes raisonnables au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. Songeons qu'à l'heure des tweets, à l'heure des chaînes d'infos en continu, ça a quand même une autre figure d'avoir ce genre de comportement et ce genre d'esprit pour un responsable politique. Mais surtout, là où je pense que Georges Pompidou est le plus fascinant, c'est lorsque l'on compare la situation avant qu'il puisse entrer en fonction en tant que Premier ministre et lorsqu'il est entré en tant que président à l'Élysée et qu'il a quitté donc en 1974. Pour rappel, il y a eu une modernisation formidable, une réalisation inédite de l'histoire de notre pays, puisque lorsque
Par exemple, sur les infrastructures, lorsque notre pays ne comptait que 74 km d'autoroutes en service, 10 ans après, il en comptait déjà 1500 km. Là où la France se trouvait au 4e rang mondial dans la construction de logements, la France se trouvait 10 ans après au 1er rang, ex aequo avec l'URSS, avec cependant des logements de plus grande surface. En équipement pour l'éducation, le nombre d'écoles maternelles avait doublé, faisant de la France le premier pays pour la préscolarisation, tandis que le nombre de professeurs et d'écoles avait partout augmenté. Les terrains de sport avaient été décuplés, les piscines triplées, les centres pour la jeunesse multipliés par 5. Il avait donné corps à une définition et un concept du progrès par le perfectionnement des qualités humaines, intellectuelles et physiques. Il avait également augmenté les dépenses d'assurance maladie, d'allocation vieillesse par 4, les dépenses sociales pour l'agriculture avaient été multipliées par 12, les allocations pour le logement multipliées par 10, le nombre de ménages équipés d'une voiture avait doublé, celle des machines à laver, symbole par excellence du progrès que les machines obtenaient pour les hommes, avait été multiplié par 3, les télévisions multipliées par 4, tandis que le nombre de ménages possédant un réfrigérateur avait triplé. Cela semble aujourd'hui très simple pour nous qui avons grandi avec tout cela, mais à l'époque, c'était une révolution et songeons qu'encore, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas autant d'accès à toutes ces infrastructures et ces équipements qui facilitent la vie. Je rappelais tout à l'heure, donc la France avait un taux de croissance de 1968 à 1973 de 5%. Et au fond, c'était cette envie qui était de faire de la France une puissance économiquement forte pour être respectée à l'international et donc ainsi suivre ce que le général de Gaulle appelait la politique d'une France forte, indépendante et prospère. C'est parce qu'elle était forte à l'intérieur qu'elle pouvait être respectée à l'extérieur. C'était une politique qui était tournée vers la mondialisation, qui était assumée. On était pour l'ouverture des frontières, mais ce n'était pas... Aujourd'hui, il y a des mondialistes par essence, naïfs, qui pensent qu'il faut s'ouvrir et que c'est nécessaire par définition, et de la même façon où il y a des gens qui sont souverainistes par réflexe et qui pensent que des frontières fermées font la puissance d'un pays. En l'occurrence, à un moment donné, il y avait eu un référendum gagné, d'ailleurs, sur l'ouverture du marché commun à la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, ça peut faire sourire, puisqu'il y a eu le Brexit et que rares sont les présidents qui ont gagné en exercice, qui ont pu gagner des référendums. Et les journalistes, qui avaient déjà des tendances à vouloir faire des dépenses publiques un peu partout, ou l'augmentation des salaires plus que ne le permettait la production des richesses, interrogeaient Jean Pompidou, il disait « Mais monsieur Pompidou, ok, votre mondialisation, ok, le marché commun, etc. Mais du coup, est-ce que vous pouvez vous engager à ce que les salaires augmenteront ?» Il disait « Mais je ne peux pas m'engager à ce que les salaires augmentent plus que la production. Et s'ils augmentaient plus que la production, nous aurions de l'inflation et nous serions moins compétitifs que nos voisins. Et donc nous perdrions dans la compétition qu'est le marché commun. » Il avait cette phrase, au fond, qui était de dire que si nous nous ouvrons, c'était pour que la France y gagne. Et ça, je pense aussi, lorsque l'on voit récemment encore un déficit de la balance commerciale du pays de plus de 100 milliards, c'est-à-dire qu'en un an, 100 milliards du pays ont été arrachés de notre économie pour aller ailleurs, c'est une notion qui a été quelque peu oubliée et qui, je pense, devrait retrouver tout son sens, que la France doit s'ouvrir lorsqu'elle gagne. Et malheureusement, et lorsque l'on voit à la fois les débats qui ont eu lieu lors de la précédente élection européenne il y a quelques semaines, non seulement ça a été totalement oublié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu on a parlé de Gaza, on a parlé d'immigration, on a parlé de violence, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé des grands mouvements européens, on n'a pas parlé des grands enjeux qu'avait la France dans la mondialisation et l'Europe dans la mondialisation. Et lorsque l'on regarde les votes, il n'y a pas eu d'analyse, vous n'aura pas échappé que la dissolution décidée par le président de la République, même pas une heure après le scrutin, avait totalement enlevé toute période d'analyse de ces élections. Mais si l'on ajoute les différentes listes qui sont contre l'Union européenne, ou en tout cas plus que critiques virulentes de l'Union européenne, ça dépasse quand même la majorité. Ça devrait interroger et on devrait pouvoir avoir une approche assez raisonnée, rationnelle et scientifique sur ces grands mouvements et pouvoir avoir un débat démocratique qui se serait engagé là-dessus. Malheureusement, ça n'a ni été le cas avant l'élection, ça n'a pas été le cas
encore aujourd'hui, et ça ne présage rien de bon sur l'appréhension que l'on peut avoir, en tout cas que les partis ont et que l'offre politique aujourd'hui a, des grands enjeux de la mondialisation et de la place de la France. Et quand nous discutions, il y avait notamment Olivier Marleix qui avait souligné qu'il y avait la volonté chez Georges Pompidou donc d'insérer la France dans cet espace commun, dans cette compétition, et donc, comme je vous l'ai dit, d'y gagner, mais il ajoutait également que c'était au fond une politique libérale, colbertiste, libérale parce que dans cette compétition, c'est une compétition européenne, il faut donner de la liberté à nos entreprises, et il faut pouvoir lui donner la liberté de pouvoir se battre à armes égales. En même temps, c'était quelqu'un qui était adepte du plan, et donc ça fait pour beaucoup une contradiction, puisqu'il y avait d'un côté quelqu'un qui était libéral et assumé, il osait écrire le mot, il avait même dit que la France entière était libérale, en tout cas majoritairement, et de l'autre côté, il y avait un plan, donc quelque chose, pour ceux qui s'en rappellent, c'était les plans quinquennaux d'objectifs industriels des entreprises qui devaient mener certains objectifs en termes de production, à la fois en termes de quantité, comme à la fois de choses qui sont produites. Et on peut dire qu'on a un petit peu oublié ces notions de compétitivité, on peut dire qu'on a un petit peu oublié cette notion de plan, mais en tout cas, souvenons-nous qu'il y avait aussi une adaptation, que ce soit d'un point de vue fiscal, puisque c'est une des rares périodes où on a baissé les impôts de production sur la valeur ajoutée des entreprises. On était passé de 13% de prélèvement dans la période 62-65 à 7% lors de la période de 70 à la fin du quinquennat de Georges Pompidou. Et donc on avait baissé des prélèvements tout en augmentant très fortement la production. Et il avait cette phrase, pour conclure sur ce qui amenait un petit peu sa conception politique, à la fois libérale et en même temps en utilisant tous les ressorts de l'État. Il avait cette phrase sur le progrès, qui était de dire qu'au fond, le progrès, c'était d'être pour que les fruits de la croissance et de la prospérité, qu'il y ait une part plus que proportionnelle de ces fruits-là qui aillent aux plus démunis. C'est-à-dire qu'on embarquait tout le pays vers une période de prospérité où on mobilisait toutes les forces, que ce soit les investisseurs, que ce soit les ouvriers, que ce soit les artisans, les salariés, les syndicats, etc. Et que tous devaient être emmenés vers un but qui était le fait que la France puisse gagner dans la mondialisation. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la France ne s'abritait pas derrière l'euro et que lorsque la France avait un déficit de la balance commerciale, il y avait une dévaluation et donc il y avait une baisse du pouvoir d'achat qui s'enclenchait et qu'à chaque fois, Georges Pompidou se battait mais avec grande fermeté et pied à pied avec tous ceux qui avaient des tentations, notamment les ministres, d'augmenter ça et là les dépenses. Ils disaient non, il faut que l'on reste compétitif et il faut que notre monnaie reste compétitive. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de dette et qu'il ne pouvait pas y en avoir ou qu'elle ne pouvait être que marginale et transitoire et que ce n'est que comme ça que la France pouvait aussi stimuler sa balance commerciale, stimuler ses exportations, stimuler son réseau industriel. Depuis, il y a eu l'euro, donc nous avons changé de système, mais on peut dire que les dépenses publiques ont totalement dérapé et que, en tout cas, c'est probablement le dernier. On peut citer Giscard et l'inclure dedans, même si c'est le début du déclin à ce sujet, qui maîtrisait l'économie et qui maîtrisait les dépenses. Au fond, il y avait cette idée aussi un petit peu perdue que la France et son destin restaient maîtrisés sous Georges Pompidou. Il puisait beaucoup dans la littérature, notamment chez Paul Valéry. Il avait cette phrase qu'il aimait, qui était de dire que le rêve était inséparable de l'action et que toute politique impliquait nécessairement quelque chose de l'homme. Et lorsqu'il était sujet à être interrogé sur les différentes conceptions politiques, les différentes idéologies politiques de son temps, c'était non seulement un grand économiste, la période l'a prouvé, mais il disait qu'il était face à une révolution économique, et je cite, « Face à une révolution économique, nous n'y pouvons rien. Nous pourrions la trouver mauvaise qu'elle est là. D'ailleurs, rien n'est mauvais dans le progrès. Le problème est d'en savoir tirer parti. Car pour Pompidou, le risque, l'incertitude, les changements, l'inconnu sont omniprésents et malheureusement indissociables du progrès. » C'est pour ça qu'il ne se reconnaissait pas dans une idéologie et que si nous devons reprendre l'héritage de Georges Pompidou, il serait soit malhonnête, soit maladroit intellectuellement de le classer au sein d'une famille idéologique. Ainsi, lorsqu'il
faisait de l'industrialisation une priorité, c'était pour amener vers un progrès, c'était pour renforcer à la fois la puissance de la France, mais également la capacité des Français à pouvoir vivre de leur travail et à pouvoir vivre heureux. Mais il s'en débattait avec une grande force à quasiment chaque interview et chaque conférence de presse. Il rappelait cet esprit de sacrifice. Ce qui est essentiel, c'est de ne jamais sacrifier l'avenir à la satisfaction des désirs immédiats, si légitimes soient-ils. Que refuser cet effort, c'était refuser la puissance économique et avec elle l'indépendance nationale. Et qu'au bout du chemin, il y a la médiocrité et sous une forme ou sous une autre, une certaine servitude qui n'a jamais assuré le bonheur. On pourrait trouver ces propos, je le crois possible, quelque peu prophétiques. Il rappelait que diriger, ce n'était pas commander. Diriger, c'était conduire. Conduire vers un but, vers un idéal auquel on croit, que l'on a fait partager à d'autres et dont on montre la direction. Et qu'il arrive que tous ne touchent pas la terre promise, et qu'il arrivait que même la réalité ne réponde pas tout à fait à ce que l'on rêvait, mais que l'important, c'était d'en avoir fait sentir le besoin, pressentir la vision aux hommes, et que c'est ainsi qu'on entretient le plus l'espoir qui faisait le plus défaut à l'humanité. Et qu'il rappelait, et ça je pense que ça a été malheureusement oublié par un certain nombre, pour ne pas dire la totalité de ses successeurs, pour des raisons et des contextes différents certes, que lorsqu'on a la responsabilité de gouverner un peuple, on n'a pas le droit de le précipiter dans l'inconnu sous prétexte que c'est amusant de détruire ce qui viendrait ensuite, que c'était amusant de détruire et que ce qui pourrait venir ensuite serait meilleur. Que l'histoire est là, et elle nous dit que l'idéal n'a jamais pu être atteint et que sa recherche frénétique a précipité les nations qui s'y sont livrées dans les abîmes. Il donne une définition du gouvernement qu'il faut effectivement assurer à un peuple le maximum de bonheur compatible avec les possibilités nationales et la conjoncture extérieure. Et il met en exergue le paradoxe explosif, au sens premier du terme, de la situation moderne, en même temps, ce n'est pas moi qui le rajoute, c'était dans la citation, en même temps que s'instaure ainsi dans les mœurs et les esprits une sorte d'anarchie, l'homme se trouve doté du fait des découvertes scientifiques d'une puissance d'action en mesure de précipiter l'humanité dans le néant par la guerre atomique. Et il ajoutait un autre contexte que, quoi qu'il en soit, il fallait bien remettre en place des valeurs qui puissent servir de fondement à la société en même temps qu'assurer l'équilibre moral des individus, et qu'il était inutile de chercher à s'accommoder ou à préserver, à recréer des valeurs élémentaires dont chacun pourrait se satisfaire de ses conditions de vie, c'est-à-dire qu'au fond des choses, il avait l'idée que les conditions de vie de la société de consommation ne pouvaient pas suffire au bonheur et qu'il fallait vivre avec des traditions. Et qu'il avait cette idée non seulement de tradition, mais également d'une sorte de spiritualité, d'une sorte d'idée de civilisation dont il fallait hériter et qu'il fallait prolonger. Et donc il y avait, certes, il était le champion des réfrigérateurs, il était le champion de la voiture, de l'industrie lourde, il avait fondé les programmes du TGV, du Concorde, des centrales nucléaires, les autoroutes, les voitures, etc. Mais il savait pertinemment que même un taux de prospérité et de croissance qui durerait, qui n'a malheureusement pas duré, il avait cette vision que cela ne suffirait pas. Et parce qu'il lisait beaucoup, il avait lu notamment Dostoïevski, il avait lu également beaucoup Baudelaire, dont il aimait citer les concepts et les idées. Et il faut se souvenir de, je crois, une de ses conceptions majeures, un de ses regards les plus perçants sur la société qu'il traversa, qui était lors de la crise de mai 68, où il avait pris la parole à l'Assemblée. Il faut se souvenir que c'était une période très, très, très lourde politiquement, un climat de quasi-guerre civile. Les gens ne savaient pas si le général de Gaulle n'avait pas fui, s'il n'allait pas avoir la fin de la République. Et il avait dit, mais quand on cherche au fond des choses, c'est bien du désarroi de l'homme sans Dieu que nous avons été témoins. C'est-à-dire que la solution n'est pas facile, ni peut-être à notre portée, que l'absurdité apparente des revendications et des manifestations recouvre un drame profond qui fait ressentir le poids terrible que portent ceux qui prétendent gouverner un pays sans être sûrs eux-mêmes du but vers lequel ils tendent, ni que ce but réponde aux aspirations des hommes. Il disait ce qu'il s'agit, ce n'était pas simplement de réformer l'université, qu'à travers les étudiants, c'était le problème même de la jeunesse
qui était posée, de se placer dans la société, de ses obligations et de ses droits, de son équilibre moral même. Traditionnellement, la jeunesse était vouée à la discipline, à l'effort au nom d'un idéal et d'une conception morale, et que Dieu était mort pour beaucoup, l'Église elle-même s'interrogeait sur les voies à suivre et bouleverser ses traditions. Et dans ces conditions, la jeunesse, non pas tant peut-être la jeunesse ouvrière ou paysanne qui connaissait le prix du pain et la rude nécessité de l'effort, mais qui est plus inquiète que d'autres aussi pour son avenir professionnel, la jeunesse universitaire en tout cas se trouvait désemparée, que les meilleurs s'interrogeaient, cherchaient, s'angoissaient, réclamaient un but et des responsabilités, et que d'autres, qui ne sont pas toujours les pires, se retournent vers la négation, le refus total et le goût de détruire. Et Pompidou rappelait qu'à ce stade, ce n'était plus le gouvernement de la France qui était en cause, ni même les institutions, ni même la France elle-même, mais que c'était la civilisation elle-même. Et que tous les adultes responsables, tous ceux qui prétendaient guider les hommes, se devaient d'y songer, les parents, les maîtres, les dirigeants professionnels ou syndicats, les écrivains, les journalistes, les prêtres et laïcs. Il s'agissait de recréer un cadre de vie accepté de tous et de concilier à la fois l'ordre et la liberté, l'esprit critique et conviction, la civilisation urbaine et la personnalité, le progrès matériel et le sens de l'effort, la libre concurrence et la justice, et l'individualisme et la solidarité, c'est-à-dire les valeurs collectives. Il décrivait notamment dans son livre, que je vous recommande, le nœud gordien. Il terminait en concluant que quelqu'un finira bien par trancher le nœud gordien afin, ni plus ni moins, de recréer un ordre social. Et pour la dernière partie, j'aimerais, avant que nous puissions échanger, vous rappeler ce qui me paraît le plus fort dans l'héritage de Georges Pompidou. Déjà, il faut se rappeler que c'est lui qui avait créé le ministère de la Culture. Petite anecdote, mais qui ne manque pas de sel. Il fallait d'abord, en réalité, exfiltrer Malraux du ministère de la Communication à l'époque. Et donc, Georges Pompidou était allé voir le général. Le général lui dit « Bon, écoutez, Pompidou, ça ne va pas, aller annoncer avec Malraux que il ne peut pas continuer au ministère de la Communication, et voyez avec lui pour lui trouver quelque chose. » Donc Pompidou, ça ne l'amusait pas. Donc, il dit « Bon, mon général, très bien. » Et puis, il réfléchit en marchant vers le domicile de Malraux. Et puis là, il a une idée. Puis il dit « Écoute, avec le général, nous avons de grandes ambitions pour toi. Et si nous créions un grand ministère de la culture pour faire rayonner la culture française à travers le monde et puis mettre en exergue tout ce qui a fait le génie des hommes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et ce serait naturellement, il n'y aurait que toi qui pourrais être à la tête de ce ministère. Est-ce que ça te dit ?» Alors Malraux, évidemment, se sentait flatté. Et donc, il dit « oui, très bien. » Et puis en fin de conversation, il dit « Mais au fait, et mon ministère de l'Information ?» Il dit « Mais, pardon, mais peu importe. Tout le monde peut s'en charger, on n'aura qu'à mettre quelqu'un qui fera l'affaire, ça pourra faire l'affaire, alors que pour la culture, ça ne peut être que toi. » J'aime bien l'anecdote parce qu'on voit que Pompidou avait toujours, et l'exécution, même quand il était dans l'exécution, il avait toujours sa vision culturelle et profonde de la civilisation et de la société française. Et puis le ministère de la Culture, lorsqu'il avait notamment, donc il l'avait créé dans les années 70, et puis surtout il avait fait un grand discours de Chicago, qui est le discours fondateur de l'écologie politique française, où il dit « Le rythme de cette évolution, donc l'évolution industrielle de la société, crée à l'homme de la fin du XXe siècle des problèmes inattendus, pris de court par les transformations de son milieu, dont il est pourtant directement responsable. Il se demande s'il est encore capable de maîtriser des découvertes scientifiques et technologiques dont il attendait le bonheur. Tel l'apprenti sorcier ne risque-t-il pas finalement de périr par les forces qu'il a déchaînées ?» On pourrait évidemment appliquer ça à tout ce qui concernait la pollution, mais également appliquer aussi ça à une intelligence artificielle dont, à l'époque, à part quelques films de Kubrick, on n'imaginait pas que ça viendrait aussi rapidement. Et effectivement, nous vivons une époque où l'homme peut craindre ce qu'il a engendré par ses découvertes scientifiques. L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus des biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie, comme l'air et l'eau, qui commencent à faire défaut, et que la nature apparaissait de plus en plus comme un cadre précieux et fragile qu'il importait de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. Dans sa bouche, dans ces termes, il était
il avait certes un souci, une préoccupation permanente de la cohérence spirituelle de la civilisation, mais également une lutte quasi quotidienne contre la technocratie, et que ce terme revenait quasiment dans tous ses discours, notamment celui de la bureaucratie. Et on se souvient d'ailleurs qu'il avait même dû écrire un courrier à ses administrations en leur faisant l'injonction de respecter les prérogatives et les directives qu'il avait données pour ne pas couper les arbres autour des autoroutes, en disant « je sais qu'ils n'ont personne, si ce n'est le président de la République pour les défendre, mais est-ce que vous pourriez quand même faire en sorte de les préserver ?» On pourrait citer également, lorsque Jacques Chirac venait lui soumettre des parapheurs, la phrase qui est restée célèbre « arrêtez d'emmerder les Français avec autant de directives ». Depuis, l'inflation de tous les codes, que ce soit civil ou de l'urbanisme, de l'environnement, pour ceux qui sont actifs dans la gestion publique, Madame le maire, vous savez qu'il est devenu très difficile d'avoir de la construction. Le périphérique aujourd'hui, je pense que ce serait très très difficile à mettre en œuvre. Regardez le Grand Paris, qui a été lancé par le président Sarkozy et annoncé en 2008. Les dernières annonces disaient à 2030 ou 32, je crois, son aboutissement. Pour rappel, lorsqu'il y a eu la crise du Covid en Chine, en 9 jours, il y avait des hôpitaux qui étaient construits. Donc il y a un défi qui est toujours une préoccupation qui devrait être toujours permanente pour nos dirigeants, et que ça fait partie d'un des héritages. Et pour ceux qui veulent voir la réactualisation de la pensée de Pompidou, je peux aussi vous recommander le livre « Les leçons de Pompidou », coécrit par le président des maires de France et maire de Cannes, David Lisnard, qui justement s'est personnellement engagé politiquement dans une lutte contre la bureaucratie. Enfin, s'il était l'homme de la modernité, l'homme de la réussite, l'artisan d'une croissance retrouvée qui avait bâti un système industriel envié de tous, il incarnait cette France heureuse, à la fois celle de la croissance et celle de la réussite. Donc il y avait un excédent budgétaire, mais il y avait aussi l'homme de lettres qui a publié donc une anthologie française, mais qui faisait aussi des merveilleux discours. Pour ceux qui aiment la poésie, n'hésitez pas à relire, et j'en ai cité quelques extraits dans mon livre, un merveilleux discours pour les 100 ans de la disparition de Charles Baudelaire. Et donc, même président, il prenait le temps de magnifier les arts, de donner un peu cette respiration de l'esprit qu'un chef d'État, qu'un Français passionné par la culture devait garder en lui-même. Et beaucoup font de Pompidou le dernier président lettré, s'ils sont à droite, et mettent l'avant-dernier s'ils sont à gauche, en incluant François Mitterrand, dans le sens où ils avaient, bien sûr les autres présidents avaient une grande culture, évidemment, que ce soit Jacques Chirac, François Mitterrand, Sarkozy, François Hollande, et le président actuel, mais qui avaient une dimension d'homme de lettres et d'homme de culture dans la politique qu'ils menaient. Et enfin, c'était d'ailleurs, pour ceux qui sont passionnés par l'innovation actuelle et qui ont pu lire notamment les biographies d'Elon Musk, il faut savoir qu'Elon Musk, qui est comparable, si on s'en tient juste à l'innovation, à le plus grand esprit en tout cas, le plus grand fondateur d'innovation technologique au monde, et un des plus grands dans l'histoire de l'humanité. Alors certes, il y a plus de technologie aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque de Léonard de Vinci, mais ce qui est frappant, voilà une grande ressemblance avec Georges Pompidou, c'est qu'il puise, Elon Musk, toute sa volonté, toute sa force créative dans une histoire qui est l'histoire antique. Et c'est un passionné d'histoire gréco-latine, des civilisations anciennes. Et donc il y a ce prolongement, cette cohérence, ce rappel historique qui fait que lorsque l'on a conscience des civilisations et des cultures, eh bien, on se doit, pour les sauvegarder, d'être toujours aux premières loges des avancées technologiques, qu'il faut toujours être à l'avant-garde de l'innovation. Et la France était d'ailleurs à cette époque à l'avant-garde des innovations. Aujourd'hui, alors que nous voyons que nous avons des désordres financiers, que nous avons malheureusement cessé de nous battre sur les grandes innovations, ou
celles qui existent sont marginales. Songez que le CAC 40 n'a quasiment pas changé depuis une vingtaine d'années. Ni Tesla, ni Facebook, ni Twitter, ni ChatGPT, etc. n'étaient des sociétés qui existaient, et qui, Nvidia, pour ne citer qu'elle. Aujourd'hui, nous avons complètement changé de monde, mais en France, nous restons comme si nous avions un CAC 40, des industries, que nous maîtrisions ce que nous faisions et que nous pouvions nous en sortir comme ça dans la mondialisation. Et que, de ce point de vue-là, il y a un déclic culturel à avoir en termes de production, d'innovation et de puissance. Songez qu'en 2024, Ariane, donc le programme de toute l'Europe pour les fusées, enverra 2 fusées, 2 lanceurs spatiaux, et que SpaceX d'Elon Musk en enverra 144, que l'on se pince d'être des grands investisseurs dans l'innovation, mais que le budget du CNRS, si l'on le compare avec, par exemple, on pourrait dire le budget d'Amazon, budget ne serait-ce que recherche d'Amazon, 72 milliards pour Amazon, 25 fois moins pour le CNRS. Comment on peut prétendre avoir une vision qui pourrait être aussi forte? Et de la même façon, la construction européenne, c'est-à-dire le fait de tout mettre ensemble et puis de penser que ça va aller, c'est une idée qui n'aurait jamais plu à Georges Pompidou. Georges Pompidou aurait dit, si on se met ensemble, on se met pour être sûr que l'on ait des avantages comparatifs, que nous avons des avantages concurrentiels, que nous soyons les premiers. Sinon, on ne laisse pas faire. Et il y a eu, à cet égard, un certain désintéressement, je crois, des politiques, une garde qui a été baissée. Et je crois que c'est une autre leçon de Georges Pompidou, de se battre dans chaque domaine et de ne se jamais laisser convaincre par des systèmes, par des idéologies, ou le fait qu'on fait ça et puis ça va aller. Non. J'entendais la dernière fois le Premier ministre Gabriel Attal dire qu'on avait besoin d'Europe et de plus d'Europe pour lutter contre les empires. Peut-être, mais on en a besoin si on met en commun nos forces et que l'on arrive à des résultats positifs. Il ne vous aura pas échappé que lorsque l'on s'est engagé à la suite du traité de 2005, il y a eu le traité de Nice et le traité de Lisbonne autour, l'un avant, l'un après, qui avait dit que d'ici 15 ans, la France serait leader des grandes innovations technologiques, l'Europe, pardon, et donc c'est pour ça que la France devait y aller, leader des grandes innovations technologiques. Quand on voit où en est la Chine aujourd'hui et où en sont les États-Unis, ça fait doucement rire. Malheureusement, il n'y a pas eu de remise en cause, de reconsidération de la façon dont on pourrait envisager différemment les choses. Et enfin, pour terminer et conclure, 3 petites citations avant d'échanger avec vous, qui, je pense, sont toutes les 3 de grande actualité. Une pessimiste, vous me pardonnerez, et 2 optimistes. La première, optimiste, c'était de dire que, certes, la société donc, de consommation avait ses défauts. Pour l'ouvrier, pour le paysan, on l'a dit, un peu plus d'argent pour acheter une machine à laver, cela signifie moins de peine pour la femme et les hommes, et que ce n'est pas rien. Et que, pour beaucoup, la société de consommation, c'était l'élévation du niveau de vie, et qu'il n'en était pas moins vrai que la poursuite du confort ne pouvait suffire à emplir les âmes. Et que, par conséquent, il citait, dans ce contexte de nouveau mal du siècle, qu'il fallait trouver un remède et des attitudes face à ce désarroi. Il convoquait donc la Grèce antique et Euripide dans cette pièce où on voit un jeune roi grec mourant, mais que les dieux ont fait savoir qu'il serait sauvé si quelqu'un donnait sa vie pour lui, et qu'aucun de ses serviteurs n'y consent, ni de ses amis, ni de ceux qui l'a comblé de ses faveurs. Fait plus surprenant, son vieux père et même sa vieille mère, pourtant recrues d'années, n'y consentaient pas, et que c'était sa jeune femme, elle s'appelle Alceste, qui, par amour, donne sa vie pour lui. Et qu'en la donnant, elle sauve celle de son époux, et par la grâce des dieux, bien sûr, elle sauve aussi la sienne. Et Georges Pompidou d'en faire, et c'était d'ailleurs un de ses grands discours fondateurs qu'il avait adressé en 1969 à Strasbourg à la jeunesse. Et bien sûr, ce n'est pas là sous une forme particulière et païenne l'annonce de la parole de l'Évangile qui veut sauver la vie, la perdra. L'effort que nous devons pour chacun, c'est de nous fixer nous-mêmes un idéal pour lequel nous soyons prêts à nous sacrifier et de conclure honneur à ceux qui sont prêts à se dévouer, à se sacrifier pour une idée ou pour des êtres. Honneur à ceux qui sont prêts à se dévouer et au besoin de se sacrifier pour ceux qu'ils aiment.
Honneur aux soldats qui acceptent l'idée de mourir pour son pays. Honneur aux croyants qui proclament sa foi et qui est prêt à en témoigner. Honneur aux révolutionnaires qui est prêt à mourir pour la révolution. Honneur à tous ceux qui veulent se battre. Honneur à tous ceux qui ne déserteront jamais. Et que peut-être était-ce pour lui le message essentiel pour revenir à un message et terminer sur un message d'espoir, car baudelairien, il citait « Il ne peut y avoir de progrès vrai, c'est-à-dire moral, que dans l'individu et par l'individu lui-même », et que c'était cet essentiel qu'il devait être jamais absent de l'événement, et qu'il citait que donc c'était ce qu'il avait traversé lorsqu'il avait connu les crises, et notamment la crise civilisationnelle de mai 68. Georges Pompidou avait toujours cette idée de la crise de civilisation qui était faite et qu'il fallait ne pas perdre espoir et lutter contre les formes de la destruction, une sorte de nihilisme qui pouvait s'emparer des êtres qui ne savaient pas, au fond, quel était le but de la société de consommation. Et ça nous ramène à sa volonté de conserver, et en tout cas à l'époque de préserver, un héritage culturel et civilisationnel. Et ce qui l'avait amené aussi à mettre en garde, quand on aura détruit toutes les croyances, inculqué le refus de tout ordre social et de toute autorité sans rien proposer en échange, rien ne servira en présence d'une humanité désorientée et livrée inéluctablement à la domination des forces les plus aveuglément brutales de s'écrier « Nous n'avons pas voulu cela ». Je crois malheureusement que ces propos aujourd'hui ont une connotation prophétique dans un certain nombre de domaines sociaux, j'entends, lorsqu'on voit la violence qui est celle de la société, les divisions qui la traversent. Et enfin, pour terminer, il y a cette citation de Malraux qui avait été exhumée par un des intervenants lors de ce grand événement pour les 50 ans de sa disparition, qui citait Malraux. Donc, le tombeau des héros se trouve dans le cœur des hommes. Et je pense qu'on peut faire aujourd'hui, peut-être pas de Georges Pompidou un héros, mais en tout cas quelqu'un qui peut inspirer pour la suite et qui peut guider un certain nombre de principes, en tout cas qui méritent d'être popularisés dans son héritage national et remis au goût du jour. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre et parmi vous ce soir. Et donc, je vous remercie pour l'écoute et au plaisir de répondre à vos questions.